Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un concept qui, soyons honnêtes, a causé pas mal de sueur froide. La notion de limite. Mais oubliez les souvenirs de cours compliqués. On va voir ensemble que cette idée, c'est en fait une porte d'entrée fascinante vers l'infini et les bases du calcul. Alors, le mot limite. Qu'est-ce que ça évoque spontanément? Pour la plupart d'entre nous, c'est une barrière, une vitesse à ne pas dépasser, une frontière. Bref, quelque chose qui arrête. Sauf qu'en maths, c'est tout le contraire. Il faut imaginer un voyage, pas un mur. Une direction plutôt qu'un point final. C'est parti pour la première étape. On va justement explorer ce grand écart, ce fossé entre l'idée qu'on s'en fait instinctivement et ce que les maths nous disent vraiment. On va voir, c'est un changement de perspective assez radical. En fait, il y a un chercheur, Bernard Cornu, qui a mis un nom là-dessus. Il appelle ça le modèle spontané. C'est tout simple, c'est l'image qui nous vient en tête immédiatement, notre intuition de tous les jours. Et pour le mot limite, eh bien ce modèle spontané, c'est quasi systématiquement l'idée d'un blocage, d'une barrière qu'on ne peut pas franchir. Et là, le contraste est saisissant. D'un côté, on a l'intuition de tous les jours. La frontière, la règle, la fin. C'est statique, c'est un mur. De l'autre côté, le concept mathématique, c'est tout l'inverse. C'est dynamique. C'est l'idée de s'approcher de quelque chose, de devenir infiniment proche. Le plus important, c'est le processus, le fait de tendre vers. On peut attendre la valeur, ou pas, peu importe. L'essentiel, c'est la direction du mouvement. Bon, maintenant qu'on a un peu bousculé nos idées reçues, le mieux, c'est de voir à quoi ça ressemble. Et pour ça, rien de tel qu'un bon vieux graphique. C'est la façon la plus intuitive de vraiment sentir ce qu'est une limite. Un graphique, c'est vraiment comme une BD qui raconte l'histoire d'une fonction. On peut suivre la courbe du doigt et se poser la question « Ok, qu'est-ce qu'elle fait cette courbe quand on va très très loin vers la droite ou quand on se rapproche d'un point bien précis ?» C'est ça, chercher une limite. Allez, un exemple ultra classique, la fonction inverse, f de x égale 1 sur x. Regardons ce qui se passe quand x devient gigantesque, quand il part vers plus l'infini. On suit la courbe vers la droite, et hop, on voit qu'elle se rapproche de plus en plus de l'axe horizontal, elle s'écrase dessus. Elle flirte avec le zéro sans jamais le toucher. Eh bien, voilà, on l'a notre limite. On dit que la limite de 1 sur x, quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Ok, on reste sur le même graphique, mais on change complètement de point de vue. Cette fois, au lieu de partir loin, on va se rapprocher de 0 en venant par la droite. Et là, regardez, la courbe ne s'aplatit plus du tout. Au contraire, elle décolle. Elle file tout droit vers le haut de manière vertigineuse. Sa limite ici, ce n'est plus 0, c'est plus l'infini. Un autre grand classique pour la route, la fonction carré, x au carré, qui nous donne cette belle parabole. Là, c'est assez simple à voir. Qu'on aille très loin vers la droite, donc vers plus infini, ou très loin vers la gauche, vers moins l'infini, dans les deux cas, la courbe monte, monte et monte encore. La limite est la même des deux côtés, plus infini. Bon, visualiser sur un graphique, c'est super pour l'intuition. Mais on ne va pas passer notre temps à dessiner des courbes. Il faut bien des outils pour calculer tout ça, surtout quand les fonctions deviennent un peu plus complexes. Alors, passons aux choses sérieuses. Les règles du jeu. Pour les fonctions gentilles, comme les polynômes par exemple, le calcul d'une limite en un point, c'est presque décevant de simplicité. Le premier réflexe à avoir, c'est juste de remplacer x par la valeur vers laquelle il tend. On calcule, et voilà. C'est la méthode de substitution directe. Toujours essayer ça en premier. Bien sûr, ça ne marche pas toujours. Pour notre 1 sur x en 0, par exemple, ça coince. Alors, on utilise des raccourcis, des sortes de règles de bon sens. L'analogie du gâteau, elle est top pour ça. Imaginez, un gâteau divisé par l'infini, chaque part est tellement petite qu'elle tend vers 0. Et un gâteau divisé par 0, ça donne une infinité de parts. C'est juste pour l'intuition, mais c'est super efficace. Par contre, attention, et ça c'est hyper important. Ces écritures, 1 sur l'infini ou 1 sur 0, c'est pour le brouillon. C'est pour nous, pour réfléchir. Jamais, au grand jamais, on écrit ça sur une copie. C'est une faute de rédaction. On écrit directement le résultat final. C'est une convention, mais elle est non négociable. Et c'est là que les vrais ennuis, ou le vrai fun, ça dépend du point de vue, commencent. Les formes indéterminées. C'est un peu comme un tir à la corde entre deux infinis. L'un tire vers le plus, l'autre vers le moins. Qui gagne? On n'en sait rien à l'avance. Il faut des techniques spéciales pour lever l'indétermination. Et justement, pour les polynômes et les fractions rationnelles, on a une arme secrète, le théorème du terme de plus haut degré. L'idée est simple. Quand x devient immense, c'est le terme avec la plus grosse puissance qui dicte sa loi. Tous les autres sont écrasés. Ils deviennent insignifiants. Du coup, on peut tout jeter sauf ces termes-là. C'est une simplification juste énorme. Tout ça, ça nous paraît assez logique aujourd'hui. Mais il faut savoir qu'il a fallu des siècles de tâtonnements, de débats pour en arriver là. Les plus grands cerveaux de l'histoire ont planché dessus. Ça vaut le coup de faire un petit tour en arrière pour voir comment on est passé d'une intuition un peu floue à une définition en béton armé.
On voit bien le parcours. Ça commence dans l'Antiquité avec Archimède qui utilisait déjà une sorte de proto-limite pour calculer l'aire d'un cercle, puis un bond jusqu'au XVIIe siècle avec les géants Newton et Leibniz qui inventent le calcul différentiel, mais sur des bases un peu bancales en parlant d'infiniment petit. Et il a fallu attendre le XIXe siècle pour que des matheux décident de tout remettre à plat et de construire des fondations vraiment solides. Et les deux architectes principaux de cette révolution, les voici, le français Augustin-Louis Cauchy et l'allemand Karl Weierstrass. Ce sont eux qui ont pris cette idée intuitive et l'ont transformée en un outil mathématique d'une précision absolue. Cauchy, en 1821, propose une première définition formelle. C'est presque poétique, il parle de s'approcher indéfiniment, de différer aussi peu que l'on voudra. On sent bien l'idée de mouvement, d'approche. C'est un pas de géant, faire la rigueur, mais ça reste encore un peu littéraire. Ça dépend de notre intuition de ce que s'approcher veut dire. Et là arrive Weierstrass, et c'est le coup de génie final. Sa définition est beaucoup plus abstraite, c'est vrai, mais elle est parfaite. Pourquoi? Parce qu'il arrive à se débarrasser de tous les mots qui font appel à l'intuition du mouvement, comme s'approcher ou tendre vers. Tout est défini de manière purement statique et logique. C'est ça la base en béton armé sur laquelle repose toute l'analyse mathématique aujourd'hui. D'accord, mais au final, pourquoi on s'embête autant avec ce concept? Est-ce que c'est juste un chapitre de maths à passer? Eh bien non, pas du tout. C'est bien plus que ça. C'est littéralement la fondation sur laquelle tout le reste est construit. En fait, la notion de limite est absolument partout. Sans elle, pas moyen de trouver les asymptotes, ces lignes qui guident les courbes. Pas moyen de définir ce qu'est une fonction continue, une courbe qu'on peut tracer sans lever le crayon. Et surtout, le plus important, pas moyen de définir ce qu'est une dérivée. Autrement dit, sans les limites, adieu le calcul de la vitesse instantanée, adieu l'optimisation, tout le calcul différentiel s'effondre. Et ça ne concerne pas que les maths, loin de là. En physique, en ingénierie, en économie, en informatique, dès qu'on veut modéliser quelque chose qui change en continu, la trajectoire d'une fusée, la propagation d'un virus, les fluctuations de la bourse, eh bien, l'outil fondamental qui travaille en coulisses, c'est la limite. Et on termine avec une petite question pour la route, une question qui ouvre un peu le champ de la réflexion. Cette idée qu'une fonction peut se rapprocher infiniment près d'une valeur sans jamais l'atteindre, au fond, qu'est-ce que ça nous apprend sur la nature même de l'infini? C'est une façon pour notre esprit fini de toucher du doigt un concept qui nous dépasse.